Now we should go to the second part of our discussion, scientific institutions and representatives of them. And let me start with our first speaker, Mr. Frederic Mauro, Research Associate, Group for Research and Innovation, on peace and security. Well, as it was before, I would like to ask you not more than 10 minutes. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité pour vous faire part des réflexions que m'inspire ce programme, et je vais le faire avec beaucoup de franchise et d'indépendance, en ordonnant mes idées autour de trois séries d'observations. La première est que, de mon point de vue, le DIDP est ce qui est arrivé de mieux à la défense européenne depuis longtemps. La seconde est que, d'un point de vue juridique, je n'ai pas de doute sur la conformité du programme aux traités européens. La troisième est que le chemin que vous avez entrepris de parcourir sera long et parsemé d'embûches et qu'il vous faudra faire preuve de patience et de vigilance. Commençons donc par la première observation. Le DIDP est, de mon point de vue, ce qui est arrivé de mieux à la défense européenne depuis longtemps, et cela pour deux raisons. La première est que ce programme est dans les mains des autorités européennes, la Commission et le Parlement, votre Parlement, qui sont les seuls en capacité de faire prévaloir leur vision de l'intérêt général européen, qui soit autre chose que le plus petit commun dénominateur des intérêts des États membres. Cela, tout simplement, parce que ces autorités prennent leurs décisions à la majorité. L'établissement de la PESCO à la fin 2017 a démontré par A plus B que les États membres ne sont toujours pas sérieux en ce qui concerne la défense européenne. Ils font semblant. La seule utilité de toute l'affaire est de faire croire à l'extérieur que les Européens sont unis alors qu'ils ne le sont pas, et de faire croire aux citoyens européens que leurs dirigeants s'occupent de défense européenne collectivement, alors que ce n'est pas vrai. Je crains qu'il en aille de même pour l'examen annuel coordonné de défense, la CARD, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas examiner annuellement et collectivement si les objectifs sont remplis, alors qu'on n'a pas défini ces objectifs. Ceci pour dire que pas le dernier espoir, mais le plus grand espoir de tous les partisans de la défense européenne dont je suis, repose sur vos épaules. La seconde raison qui me laisse penser que le DIDP est une bonne nouvelle est qu'il approche le marché, entre guillemets, qui n'en est pas un, mais qu'il approche le marché de la défense, non pas du côté de l'offre, comme la directive de 2009 sur les marchés publics de défense, mais du côté de la demande. En d'autres termes, il met de l'argent sur la table, et pas seulement des règles, et c'est pour cela qu'il est potentiellement, j'insiste sur le mot potentiellement, un game changer. Je serai plus rapide sur ma seconde observation, la conformité au traité. Comme je n'ai pas voulu transformer cette audition en une plaidoirie ennuyeuse ou un cours de droit, j'ai pris la liberté de rédiger un avis juridique que je vais remettre à Monsieur le Président et à Madame le rapporteur, et que j'ai également mis en ligne sur mon site Internet et qui est donc public. Je l'ai fait afin de confronter la validité de mon raisonnement juridique à celui de mes pairs. Toutefois, je voudrais appeler votre attention sur le fait qu'en démocratie, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Les décideurs politiques ne peuvent pas se réfugier derrière des avis juridiques, fussent-ils ceux de leurs propres services, pour agir ou ne pas agir. Ils doivent bien sûr les consulter et peuvent prendre en tant que de besoin l'avis d'experts comme moi. Mais ils doivent surtout agir sans crainte, car le seul à même de dire le droit dans un état de droit, c'est le juge. Si certains d'entre vous ont des doutes sur la conformité du programme au traité, du programme DIDP au traité, qu'ils saisissent le juge et la Cour dira le droit. Personnellement, je n'en ai pas et j'ai apporté mon dossier du reste de plaidoirie. Si vous le souhaitez, je m'efforcerai de répondre à toutes vos questions d'ordre juridique. J'en viens maintenant à ma troisième observation. Il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience, car vous êtes en train
d'établir les fondations d'une maison qui ne verra le jour que dans 15 ans. 15 ans, c'est le temps qu'il faut, qui s'écoule en moyenne entre le lancement d'une action de recherche de défense et la production de capacités. Ce qui veut dire que les équipements qui sont aujourd'hui en service dans les forces, même les plus modernes d'entre eux, pensez à certains avions de chasse, ont été pensés au moins il y a 15 ans. Ce qui veut dire que les recherches qui sont en train d'être conduites aujourd'hui dans les laboratoires de recherche ne produiront des capacités que dans 15 ans. Il est donc très important que les fondations que vous vous apprêtez à poser soient solides, robustes et permettent la flexibilité. Dans cette perspective, il vous faudra éviter 3 écueils. Le premier serait de ne pas tenir compte de l'amont de la recherche de défense, à savoir la planification de défense. En effet, l'une des particularités de cette recherche est qu'elle est orientée. En matière de défense, on ne fait pas de la recherche pour faire de la recherche, mais pour produire les technologies nécessaires aux capacités dont auront besoin les forces. Il y a donc un chemin stratégique que les instances européennes doivent parcourir de bout en bout si elles veulent être efficaces. Or, tel n'est pas le cas. Il y a bien d'une part une stratégie globale et un niveau d'ambition, et d'autre part un plan de développement des capacités à l'Agence européenne de défense, mais entre les deux, il manque un chaînon, il manque un livre blanc. Or, si les Européens ne traduisent pas en termes militaires les objectifs politiques qu'ils se sont fixés, alors ils n'ont tout simplement aucune chance de les obtenir. Comme le disait le grand Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. La voie est ardue politiquement, j'en suis bien conscient, mais elle est praticable. La preuve, elle a été ouverte par 2 fois au travers des objectifs d'Helsinki, et les États membres qui font partie de l'OTAN la pratiquent sur une base régulière dans le cadre de ce qui est convenu d'appeler le NDPP, le NATO Defense Planning Process. Si vous n'accrochez pas, permettez-moi d'insister là-dessus, la recherche et développement de défense à la planification de défense, vous organiserez un concours de beauté supplémentaire, comme vient de faire la PESCO, qui ne servira qu'à arrondir les fins de mois des industriels et à permettre aux politiques de dire qu'ils font quelque chose. C'est pourquoi votre Parlement a un rôle éminent à jouer. Vous devez exiger non seulement qu'un lien soit établi entre le DIDP et les plans de développement capacitaire des États membres, mais vous devez leur demander en quoi ces plans servent le niveau d'ambition européen. Ce qui m'amène au second écueil, ne pas considérer l'aval de la recherche de défense, c'est-à-dire, disons-le, les programmes d'armement. Et c'est bien cela dont nous parlons aujourd'hui. Le DIDP, c'est le D de R&D. Et ce D, il doit conduire à un C, qui est le C de capacité. Je n'insiste pas car j'ai vu qu'il y avait une disposition dans le règlement qui prévoit que les bénéficiaires des crédits doivent apporter la preuve que les États membres sont prêts à acheter leurs produits. C'est une excellente chose qui manquait cruellement dans le programme européen de recherche de sécurité. Troisième et dernier écueil, il vous faudra trouver un juste équilibre entre l'implication des industries de tous les États membres, à peu près, et la compétitivité qui commande au contraire de concentrer les efforts sur les industries les plus performantes. La tentation sera grande pour tous les États membres de vouloir amener des trophées. C'est dans l'ordre naturel des choses. C'est aussi vrai en Europe qu'aux États-Unis d'Amérique. Les sénateurs américains ont même une expression pour cela. Ils disent « We have to bring the bacon home ». Il faudra donc que tout le monde y trouve sa part, mais il faudra le faire de façon intelligente, la plus intelligente possible. Car si vous dupliquez des capacités industrielles qui existent déjà, alors le remède sera pire que le mal. Vous n'allez pas réduire la fragmentation de la base industrielle et technologique de défense, vous allez l'accroître. Le problème est que tous les États membres n'ont pas d'industrie de défense, c'est vrai, mais tous ont des cerveaux et tous ont des chercheurs. Et c'est pour cela que le DIDP est un programme intéressant. Car c'est bien au niveau des chercheurs qu'il faut additionner les compétences dont l'Europe regorge, pas en multipliant les industries qui existent déjà. Ma conclusion sera brève.
Si l'Union se mêle aujourd'hui de défense, c'est parce qu'il y a péril en la demeure et que les citoyens attendent qu'on les protège. Or, il n'y a aucun espoir que la défense européenne voie le jour si on s'en remet aux États membres. Tel l'orchestre du Titanic, ils continueront à en jouer la musique de la souveraineté jusqu'à ce que le bateau coule. Regardons les choses en face. La recherche de défense européenne n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Sa dernière innovation de rupture remonte au radar et à l'avion en réaction. C'était dans les années 1940. Aujourd'hui, vous avez une occasion unique de la sauver. Saisissez-la. Il en va de notre autonomie, il en va de notre indépendance, il en va de notre liberté. Il en va tout simplement de la survie du projet européen, car si l'Europe ne défend pas ses citoyens se demanderont à quoi sert l'Europe. Merci. Thank you very much.